Rousseau, c'est un auteur important dans ma formation théorique. On le dépeint souvent en bandeur de l'homme à l'état de nature, de l'homme sauvage, mais ça c'est vraiment une déformation de sa pensée. Rousseau, c'est tout le contraire. C'est un bandeur de ce que la culture rend possible chez l'homme, la liberté et l'émancipation de l'homme vis-à-vis d'une condition initiale où tout est déjà écrit. Rousseau pose les bases d'une réflexion qui anticipe les paradigmes qu'on retrouve dans les sciences humaines. L'homme, c'est un produit historique, c'est l'homme qui fait l'homme. Ce qui est fascinant chez Rousseau, c'est donc sa modernité, et ce qui sème souvent la confusion chez les gens sur son rapport à la nature, c'est tout son travail de réflexion sur l'homme à l'état de nature, et de ce qu'on appelait à l'époque le droit naturel. En fait, ce que cherche à faire Rousseau, c'est trouver l'homme à l'état de nature, donc indépendamment de tout apport social et historique, pour trouver en quelque sorte l'homme universel. Une fois qu'il a trouvé ça, l'objectif c'est de pouvoir fonder une approche universelle du droit. Le droit chez Rousseau c'est assez central, c'est le droit, la loi, le code, bref, la vie en société, qui rend possible la liberté. Et la liberté chez Rousseau c'est ce qui s'oppose à la nécessité. C'est l'opposition entre pouvoir et devoir. La liberté chez Rousseau, c'est pas je fais ce que je veux, mais j'obéis à la loi que je me suis prescrit. Il faut bien avoir en tête que Rousseau, le premier, dit que son homme à l'état de nature, ça se trouve, il n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Tout le détour qu'il fait pour trouver cet homme à l'état de nature, en affirmant le caractère historique, social, culturel de l'homme. C'est ça qui est génial au fait dans sa pensée. Bref, dans le texte d'aujourd'hui, il réfléchit sur les inégalités. Il fait notamment la distinction entre les inégalités naturelles, les petits contre les grands, et les inégalités sociales, les pauvres contre les riches. Le frérot, il est à deux doigts de découvrir le communisme en fait, mais c'est encore un peu tôt pour ça. On est parti pour le show, on est parti, tout le monde est chaud. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond, d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif? Car ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Ces recherches si difficiles à faire, et auxquelles on a si peu songé jusqu'ici, sont pourtant les seuls moyens qui nous restent de lever une multitude de difficultés qui nous dérobent la connaissance des fondements réels de la société humaine. C'est cette ignorance de la nature de l'homme qui jette tant d'incertitudes et d'obscurité sur la véritable définition du droit naturel. Car l'idée du droit, et plus encore celle du droit naturel, sont manifestement des idées relatives à la nature de l'homme. C'est donc de cette nature même de l'homme, de sa constitution et de son état qu'il faut déduire les principes de cette science. Connaissant si peu la nature et s'accordant si mal sur le sens du mot loi, il serait bien difficile de convenir d'une bonne définition de la loi naturelle. Aussi toutes celles qu'on trouve dans les livres, outre le défaut de n'être point uniformes, ont-elles encore celui d'être tirées de plusieurs connaissances que les hommes n'ont point naturellement. On commence par rechercher les règles dont, pour l'utilité commune, il serait à propos que les hommes convinsent entre eux. Et puis on donne le nom de loi naturelle à la collection de ces règles, sans autre preuve que le bien qu'on trouve qui résulterait de leur pratique universelle. Voilà assurément une manière très commode de composer des définitions, et d'expliquer la nature des choses par des convenances presque arbitraires. Mais tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel, c'est en vain que nous voudrons déterminer la loi qu'il a reçue ou celle qui convient le mieux à sa constitution. Les établissements humains paraissent au premier coup d'œil fondés sur des monceaux de sable mouvants. Ce n'est qu'en les examinant de près, ce n'est qu'après avoir écarté la poussière et le sable qui environnent l'édifice, qu'on aperçoit la base inébranlable sur laquelle il est élevé, et qu'on apprend à en respecter les fondements. Or, sans l'étude sérieuse de l'homme, de ses facultés naturelles et de leur développement successif, on ne viendra jamais à bout de faire ces distinctions, et de séparer dans l'actuelle constitution des choses ce qu'a fait la volonté divine d'avec ce que l'art humain a prétendu faire. C'est de l'homme que j'ai à parler. Et la question que j'examine m'apprend que je vais parler à des hommes, car on n'en propose point de semblable quand on craint d'honorer la vérité. Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique,
Parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, et qu'elle est établie, ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités, car ce serait demander, en d'autres termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se trouve toujours dans les mêmes individus, en proportion de la puissance ou de la richesse. De quoi s'agit-il donc précisément dans ce discours? De marquer dans le progrès des choses le moment où le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi, d'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible. Je n'ai considéré jusqu'ici que l'homme physique. Tâchons de le regarder maintenant par le côté métaphysique et moral. Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. La bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire. C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes. Ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme, que sa qualité d'agent libre. La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. Il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner. Au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. En effet, il est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs passent pour naturelles qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi, un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, viennent souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a été élevé que de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces de l'esprit, et non seulement l'éducation met de la différence entre les esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les premiers à proportion de la culture. Or, si l'on compare la diversité prodigieuse d'éducation et de genres de vie qui règnent dans les différents ordres de l'état civil, avec la simplicité et l'uniformité de la vie animale et sauvage, où tous se nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même manière et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence d'homme à homme doit être moindre dans l'état de nature que dans celui de société, et combien l'inégalité naturelle doit augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institution. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.